Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce fameux classement du New York Times, un célèbre magazine américain qui nous parle des 100 livres les plus intéressants, les meilleurs livres du 21e siècle? On en parlait au mois de juillet et il a été mis à jour là au mois de janvier. Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de ces livres un peu qui sortent du lot apparemment. Peut-être que vous en avez lu, peut-être qu'il y en a certains qui sont dans votre wishlist, peut-être qu'il y en a certains qui sont dans votre pile à lire, et peut-être qu'il y en a certains que vous ne connaissez pas du tout, comme moi. Eh bien, je vais vous en parler, mais je vais pas vous parler des 100 livres parce que ça va être bien trop long et puis ce sera qu'un amas, une succession de listes et ce sera pas vraiment facile à digérer. Je vais vous parler du premier livre et de quelques-uns qui sont après, dans le top 10 à peu près, et surtout des livres français qui apparaissent dans cette liste. Il y en a très peu, il y en a 2 exactement et je vais vous dire lesquels. Donc en fait, le média américain a vraiment profité du passage en 2025 pour recenser les 100 meilleurs livres du 21e siècle. Et pour eux, c'est l'occasion d'allonger la liste des ouvrages qui sont à lire une fois dans la vie. Et d'ailleurs, donc pour faire ce classement, vous pouvez certainement vous poser la question de comment ils l'ont fait. Ils ont demandé à une centaine de noms, des grands noms de la littérature par n'importe qui, et aussi à des personnalités, donc de révéler leurs 10 romans préférés qui ont été publiés depuis le 1er janvier 2000. Donc là-dedans, on a eu un peu Stephen King, Sarah Jessica Parker et encore bien d'autres noms. Allez, c'est parti. Le premier livre, c'est L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Alors, je sais pas si vous le connaissez, cette saga qui est en 4 ou 5 tomes, si je me trompe. Moi, je sais que j'en ai acquis quelques-uns, je les ai achetés un peu d'occasion, je pense que j'en ai trouvé un dans une boîte à livres, et il m'en reste un, peut-être le numéro 3, que je n'ai pas, mais bon, il suffit de le chercher sur Vinted ou autre, je pense que je le trouverai facilement. Je sais que c'est une saga qui a été très plébiscitée, médiatisée, beaucoup de gens en ont parlé, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, et bon, d'après ce que ça raconte, ça peut être sympa, je pense que ça pourrait me plaire par rapport à mes goûts littéraires, il devrait pas y avoir de soucis. Par contre, je ne sais pas quand je la commencerai, peut-être quand j'aurai enfin tous les tomes, comme ça je sais que je pourrai lire quand je voudrais, je serai pas obligée d'attendre longtemps avant d'en lire un autre. Voilà, donc c'est pas prévu tout de suite, mais c'est des livres qui sont dans ma palle, donc je les lirai, et puis ça m'intrigue vraiment de les lire en sachant que c'est quand même la première place sur une liste de 100 livres, et en plus par le New York Times, à se demander ce qui est vraiment exceptionnel dans ce bouquin. Je vous lis la 4e de couverture pour avoir un petit aperçu de ce dont ça parle. Je ne suis pas nostalgique de notre enfance, elle était pleine de violence. C'était la vie, un point c'est tout. Et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile. Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années 50. Bien qu'elle soit douée pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des 2 amis se croisent et s'éloignent avec pour toile de fond une Naples sombre, en ébullition. Formidable voyage dans l'Italie du boom économique. L'amie prodigieuse est le portrait de 2 héroïnes inoubliables qu'Elena Ferrante traque avec passion et tendresse. Donc on a 4 tomes, ça se passe en Italie, et ce qui est vraiment intéressant aussi avec cet auteur, c'est qu'on ne sait pas qui c'est vraiment, c'est un pseudo, on ne sait pas réellement qui est derrière cette image. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les 10 noms des 10 meilleurs livres selon ces personnes-là, à lire depuis l'année 2000, et puis je vous mets le petit résumé sur le côté là, et puis ensuite, si vous avez envie d'aller les découvrir, de les lire, eh bien, il suffit de lire peut-être le petit résumé là, ça vous donnera une idée de ce dont le livre parle. Et en première position, donc je vous l'ai dit, c'est L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante qui est sorti en 2012. Donc le deuxième livre, c'est The Warmth of Other Suns, écrit par Isabel Wilkerson, et donc en 2010, on nous parle ici de la migration aux États-Unis. Le troisième bouquin, c'est Le conseiller dans l'ombre des Tudors, le tome 1 d'Hilary Mantel, et ça a été publié en 2009. On peut le trouver chez les éditions Pocket en format poche. En quatrième position, nous avons Le monde connu d'Edward P. Jones, publié en 2003, et aux éditions Albin Michel. En 5e position, nous avons Les corrections de Jonathan Franzen, publié en 2001. On peut le retrouver aux éditions de l'Olivier. En 6e position, nous avons un drôle de titre, 2666, qui a été écrit par Roberto Bolaño en 2008. En 7e position, nous avons The Underground Railroad de Colson Whitehead, et écrit en 2016, donc plutôt récent celui-ci. Il a même été gagnant du prix Pulitzer. En 8e position, nous avons Austerlitz de W.G. Sebald, écrit en 2001, et on peut le retrouver aux éditions Folio. En 9e position, on a Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro, en 2005 il a été publié. Et vous pouvez le retrouver aux éditions Folio. Ensuite, en numéro 10, nous avons Gilead de Marilyn Robinson, et
Donc publié en 2004, il était même winner, donc il a gagné le Pulitzer aussi, le prix Pulitzer, et donc vous pouvez le retrouver aux éditions Picador. En 11e position, nous avons La brève et merveilleuse vie d'Oscar Wilde, écrit par Junot Díaz en 2007. On peut le retrouver aux éditions Plomb. Il a aussi été gagnant du prix Pulitzer. Puis en 12e position, nous avons L'année de la pensée magique de Joanne Dion, publié en 2005, et vous pouvez le retrouver au livre de poche. Voilà, je vais m'arrêter là au 12e, mais vous pouvez trouver des articles sur internet, on les trouve facilement, et puis il y a beaucoup plus d'informations, vous pouvez avoir peut-être les résumés, vous pouvez en savoir un peu plus sur les auteurs, sur les sujets des bouquins, sur les prix qu'ils ont peut-être gagnés aussi. Ben voilà, il y a énormément d'informations, si je disais tout, ça ferait vraiment énormément de choses. Donc je préfère juste vous les énoncer, vous mettre le résumé là, et puis après, ben voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez, peut-être ça vous donnera envie d'aller en lire un, et n'hésitez pas à me dire si jamais vous allez en lire un après avoir vu cette vidéo. Moi je pense que je vais peut-être en piocher un ou deux pour l'année, pourquoi pas, ça peut être vraiment intéressant. Je vais vous parler maintenant donc des 2 bouquins français qui se retrouvent dans cette liste des 100 livres. Alors nous avons en 37e position Les années de Annie Ernaux. Alors c'est marrant parce que j'avais parlé de cette dame dans une précédente vidéo, je vous mets le lien ici, dans des femmes qui ont marqué la littérature, et j'avais parlé de Annie Ernaux et de certains de ses bouquins. Donc elle parle beaucoup de société, elle parle beaucoup de sujets de la société, sur la femme et sur d'autres choses. Et donc ici, on est plutôt sur le livre Les années. Alors, elle a gagné le prix Nobel de la littérature en 2022. Son livre est paru en 2008, celui dont je vous parle maintenant, et c'est une autobiographie impersonnelle de l'autrice. Elle a eu énormément de récompenses pour ce livre-là, notamment le prix de la langue française, le prix Marguerite Duras, si vous connaissez. Et aussi, dans ce livre-là, elle y parle de souvenirs. Elle s'appuie sur des photos, des souvenirs laissés par les événements, les mots et les choses, comme le détaille son éditeur Gallimard. Elle a été saluée par la critique et son œuvre a vraiment été reconnue par énormément de gens, beaucoup de monde. Elle a eu beaucoup de rééditions aussi de ce livre-là. Son livre a été traduit dans pas mal de langues et donc on peut le retrouver à travers le monde. Ce qui peut expliquer sa présence dans ce classement-là. Si le livre a été traduit, bah forcément il y a plus de chances qu'il ait pu voyager chez les uns et les autres dans différents pays. Et ensuite on a à la 48e place le livre Persépolis de Marjane Satrapi. Alors vous voyez ces 2 femmes qui sont dans ce classement des 100 livres, c'est vraiment pas mal. Donc c'est une série de bandes dessinées. L'autrice franco-iranienne donc va raconter au fil de 4 tomes qui ont paru entre 2000 et 2003 son enfance en Iran, la révolution islamique que le pays a connue et aussi l'arrivée de sa famille en Europe. Ça a été un très très grand succès dans les librairies. Son livre s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires en France et la saga elle a même été traduite dans de nombreuses langues. Elle a même tiré un long métrage d'animation de ses ouvrages en 2007. C'est un film qui a été multiprimé et qui a même été exposé au Festival de Cannes. Si vous avez envie de découvrir des livres d'autrices françaises qui ont eu un impact dans le monde entier et qui sont même dans ce classement-là, bah ça peut être sympa d'aller voir ces 2 autrices, Annie Ernaux et donc la deuxième dont je viens de vous parler avec sa série de BD. Ça peut être très intéressant et enrichissant de pouvoir les lire. D'ailleurs, j'avais acheté un livre de Annie Ernaux qui est dans ma pile à lire, qui est petit en plus, et par contre je me rappelle pas si c'est celui-ci ou un autre, mais j'aimerais le lire pour voir un peu comment est sa plume et voilà, pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette femme qui a des multi-récompenses, enfin qui a de multiples récompenses par rapport à ses écrits. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées, peut-être de nouvelles lectures à lire pour la suite si jamais vous n'aviez plus d'idées et vous ne saviez pas quoi lire. Ça vous donnera peut-être aussi des noms d'auteurs que vous ne connaissez pas, de pouvoir vraiment découvrir toute autre chose que ce que vous lisez habituellement. N'hésitez vraiment pas à me partager dans les commentaires ce que vous pensez de ce classement-là. Est-ce que pour vous ça semble être quelque chose qui peut vraiment révéler la vie de tous les lecteurs du monde, ou le fait que ce soit juste une tranche de personnes qui ait pu répondre à ce questionnaire ne reflète pas forcément la vie de tous les lecteurs du monde entier. C'est vrai que ça peut être un peu perturbant de se dire voilà, ils ont interrogé que une certaine partie des gens et qui est pas forcément beaucoup finalement. C'est très peu par rapport au nombre de lecteurs du monde entier. Alors moi s'il m'avait posé la question sur les 10 livres qui m'ont marqué depuis l'année 2000, il n'y en a aucun des 20 premiers qui sont dedans. Donc mes lectures ne sont pas du tout forcément représentées dans ce classement-là. Après, à voir. Peut-être que ce sont vraiment des pépites et du coup ça donne quand même envie d'aller découvrir. En tout cas, ça donne envie d'en savoir un petit peu plus. Peut-être que j'irai faire des petites recherches sur les 5 premiers livres, voir un peu de quoi ça parle et si ça peut vraiment m'impacter moi, en tout cas personnellement. Je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt. C'était les mots d'or.